Aujourd'hui dans le Point Genius, je pars en road trip avec des potes, Sherlock pose une question et je suis très pour l'éclectisme. Abonne-toi et n'oublie pas que tu peux soutenir notre travail sur Tipeee et Utip. Il y a 9 ans aujourd'hui sortait la conclusion tant attendue de la saga chef-d'œuvresque de Christopher Nolan sur l'homme chauve-souris. Après un premier film brillant pour poser les bases de son univers, Nolan tutoie les étoiles, notamment grâce à l'interprétation habitée de Heath Ledger, et puis ça. On a vu dans les précédents épisodes différents concepts cinématographiques tels que la cohérence ou la fidélité des adaptations. Nous allons voir aujourd'hui le réalisme. Chez Nolan, contrairement à Burton ou Schumacher, Batman s'inscrit clairement dans un monde réaliste, le nôtre. Tout est presque plausible au coin de la rue. Il s'autorise cependant quelques libertés propres aux super-héros qu'ils sont, bien entendu, comme le Joker qui est capable de plastiquer un hôpital entier en le truffant de barils de mazout sans que personne ne s'en rende compte. Non, dans la vraie vie, personne n'a accès à une telle quantité d'explosifs sans que ça se sache, et surtout tu peux pas truffer un bâtiment de C4 sans donner 1000 fois l'alerte. C'est juste nawak, mais là ça passe, on l'accepte, et c'est ce qu'on veut voir au cinéma. La réalité plus. Enfin, au cinéma, pas français, chez nous c'est la réalité moins. C'est toujours un mec qui perd son boulot parce que son usine ferme et qu'il se fait violer par son contrôleur des impôts après que sa femme se soit barrée avec le chien et qu'il apprend qu'il doit retourner vivre dans le grenier de Tata Simone. Comme ta vie, mais encore plus pourrie. Les super-héros, c'est l'inverse donc. La vie normale, avec les mêmes problèmes, mais avec des solutions de super-héros. C'est justement ça qui fait qu'on accroche à une histoire, et c'est cet équilibre que Nolan avait parfaitement dosé jusque-là. Mais avec The Dark Knight Rises, il va tenter la passe triple convergente en faisant entrer son film dans un réalisme absolu tout en sublimant le côté super-héros. Tout dans ce film, absolument tout est crédible et totalement transposable dans notre monde. À commencer par le méchant Bane. Harvey Dent est mort, ce qui fait chier parce qu'il était carrément cool comme perso. Mais c'est comme en vrai, toujours les meilleurs qui partent en premier. On attaque direct avec un groupe de mecs masqués qu'on remet à Petyr Baelish, qui bosse pour la CIA. Ces méthodes sont très américaines, je dirais. On flingue d'abord, on cause ensuite. On découvre alors Bane grâce à son élocution tout à fait naturelle. Peut-être se demande-t-il quelle logique il y a à tirer sur quelqu'un avant de le jeter de l'avion. Et direct, il nous parle de logique, ce qui est primordial dans un film à la recherche du réalisme absolu. Un très bon point déjà. Il nous parle du plan. Seul compte notre plan. Qui est totalement foireux, qu'on soit clair. Le mec aurait pu se faire têche de l'avion direct, se faire truffer la courge de pruneaux, il est attaché et masqué, donc il voit rien et il peut pas bouger, mais c'est comme dans la vraie vie, il faut faire confiance à la chance. Les mecs attaquent l'avion, parce que en vrai, sur les 14 065 000 attaques possibles, c'était la seule solution qui pouvait fonctionner pour leur plan. Si. Et en plus, c'est spectaculaire, ce qui n'enlève rien. On transfuse le sang de Pavel dans celui du corps qui va servir de leurre pour être sûr qu'on identifie bien le corps, parce que oui, tu ignores peut-être, mais les citoyens russes n'ont pas d'ADN. Le seul moyen de les identifier, c'est par leur sang. Et les nanoparticules qu'ils ont dedans avec toutes leurs infos, bien entendu. Donc tout ça, juste pour kidnapper Pavel et faire croire qu'il est mort dans un crash. Et non, un avion qui se crache 10 minutes après avoir perdu ses ailes, ça va pas du tout mettre l'anus à l'oreille des enquêteurs. Ok les gars, les ailes semblent avoir été sciées à 60 bandes de là, la queue a été éjectée à l'explosif, on trouve des traces d'accroche sur le fuselage. Ce crash me paraît plutôt louche. Erreur humaine ? Totalement. Moi j'aurais juste attrapé Pavel et sauté en parachute en simulant un vrai crash, ou simplement buter tous les autres au sol et ensuite simuler un crash avec le gars qu'ils ont sacrifié. Il faut qu'il trouve l'un de nous dans les débris, camarade. Mais bon, c'est comme dans l'administration, c'est jamais les solutions les plus simples qui sont retenues. Trop facile, pas assez drôle. On voit alors qu'ils ont déménagé Gotham de Chicago à la deuxième ville la plus identifiable du monde après Vierzon. Encore une fois, pour des raisons de réalisme, rapport à la suite du scénario, et parce que Nolan ne sait pas se servir des technologies numériques pour créer sa propre ville artificielle selon ses besoins, il a pris une ville qui existe en vrai, entouré de ponts. Les événements se déroulent 8 ans après The Dark Knight. A rendu Gotham plus sûr qu'au jour de son décès, il y a 8 ans. Pourquoi pas 10 ou 4, comme dans la réalité? Mystère. C'est très étrange dans un film, mais ça montre juste ce vieux prétexte humain de fêter tout et n'importe quoi juste pour l'occasion de se goinfrer de mauvaises pissaladières et de roser l'idole au buffet. Ou alors non, c'est que dans le sud qu'on fait ça? Si, avec le discours interminable et sans intérêt du maire. Non, il y a que chez nous. Ok, bon, désolé si la ref est pas universelle. Gordon a préparé un discours mais hésite à dire la vérité, et on le comprend. On découvre Selina Kyle qui passe devant deux greluches qui donnent exactement les informations dont le spectateur a besoin de manière très subtile. Tu as vu le propriétaire des lieux? Non, en fait, il quitte
Jamel El-Est. Et Selina Kyle semble très intéressée par Il cet serait enfant. défiguré, ouais. Ah, j'ignorais. Alfred l'a choisi alors par hasard pour aller voir Bruce, un homme que personne n'a vu depuis 8 ans donc. Batman et Bruce Wayne qui disparaissent en même temps. Non, il n'y a rien qui gigote. Et pour ancrer le film encore plus dans le réel, comme pour Iron Man, on fait de petites allusions à de vrais génies. Tout le monde sait que Wayne est cloîtré là-haut avec des ongles de 8 cm de long et qu'il fait pipi dans des bocaux. Howard Hughes en l'occurrence là. Selina est là pour une mission bien précise qui va changer sa vie, qu'on découvrira plus tard, mais dérobe aussi le collier de maman Batman. Et prend bien le temps de visiter, de montrer son visage, des fois que, puis se nachave en sautant de la fenêtre sans la moindre visibilité et la tête en arrière. Ce vieux vicelard d'Alfred alors ne manque pas l'occasion de parler du cul de Miranda Tate. Zelté t'a encore demandé à vous voir. Elle est très obstinée. Et fort charmante. On a beau être un gentleman british, on n'en demeure pas moins homme. Bruce se sert de son ordi ultra sophistiqué qui dort depuis des années dans une cave ultra humide. Quoi? Chérie? Tu sais où est mon Mac? Rangé à sa place. Ah ouais. Bruce déduit très facilement les intentions d'une meuf qu'il a vue une fois. Il faut lui envoyer la police avant qu'elle fourgue les perles. Non, elle les aime trop pour les revendre. Bah si, comme nous quand on sert du micro-ondes sans lire la notice avant. On déduit. Ça c'est pour décongeler le poisson, ça c'est pour réchauffer le potage. La meuf ne revendra pas les perles alors que c'est une voleuse professionnelle et que c'est donc comme ça qu'elle gagne sa vie. Parce qu'elle les aime trop. Déduction. Alfred verse la larmichette dans un petit monologue excessivement bien écrit qu'on ne devine pas du tout qui va s'en servir plus tard. Je faisais le rêve fou qu'un beau jour, à une table voisine, je vous verrai avec femme, voire quelques enfants. Blake trouve un clodo qu'il connaît puisqu'ils viennent du même orphelinat. C'est Jimmy, de l'orphelinat de Saint-Souci. Échoué à la sortie des égouts. Il fait donc un travail de flic tout à fait classique et remonte les informations. Il y aurait du boulot là-dessous. Du boulot? Selina vend ce qu'elle était venue chercher chez Bruce, ses empreintes en l'occurrence, et se fait piéger. Bah oui, c'est des méchants, c'est comme dans la vraie vie, les méchants se tirent dessus à chaque transaction pour pas payer, c'est bien connu. Tu mates jamais les infos? Un mec que tu connais pas a buté un autre mec que tu connais pas dans un quartier d'une ville où statistiquement tu n'habites pas. Mais on va quand même te montrer tous les témoignages d'autres mecs qui n'ont rien vu, mais qui veulent faire leur cake à la télé pour bien que tu claques des miches dans ta canfouine à l'heure du repas. C'est un reportage signé Jean-Michel Pulitzer, Hugo Fouiner, Maliga Sahafioun, Fantasio et Tintin et Milou. Bien sûr, comme elle regarde les infos, elle piège le vilain en lui faisant utiliser le téléphone portable d'un mec recherché par la police. Un mec visiblement ultra dangerous puisque toute la fine équipe débarque dans la seconde. Le gars gît par terre, il y a juste à le choper, mais on ne sait pas pourquoi les flics se mettent à courser on sait pas qui, on sait pas où. Depuis Sarkozy, l'organisation de la police c'est n'importe quoi de toute façon. Gordon débarque, parce que si c'est normal pour un commissaire de débarquer en pleine fusillade juste pour attraper un ivrogne. Ah bah y a aucune raison qu'il ait plus d'informations que juste le gars du comptoir à ce moment du film. Et se dit que les Tortues Ninja vont sûrement pouvoir l'aider. C'est là que tu sens le pif incroyable du mec. C'est pour ça qu'il est commissaire et pas toi. Il descend chercher, je sais pas, je suis pas commissaire. Enfin si, je suis commissaire, mais pas le même que lui. 3 condés l'accompagnent et se font dessouder. Et Gordon se fait kidnapper. Personne ne descend tant qu'on sait pas ce qu'il y a en dessous. Voilà, c'est pour ça que c'est Gordon le chef et pas toi. Lui, il descend même sans savoir ce qu'il cherche. Et qu'est-ce qui fabrique ce responsable des eaux? Bon, enfin, bien entendu, il y a toujours un responsable des eaux dépêché sur toutes les opérations policières type fusillade, c'est la procédure. Normalement, il y a aussi un pizzaiolo, un prof de maths et un sculpteur de ballons. Bah oui, je t'apprends des trucs. Blake a alors une intuition. Les grouillots amènent Gordon à Bane direct, de leur propre initiative, et Bane, pour une certaine raison, sait déjà que 3 mecs sont morts. Et votre maladresse a coûté 3 vies. Voilà, ça c'est les grands chefs, les rois de l'information. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et donc pour montrer à quel point il est colère qu'on ait tué des gens pour rien, il tue un gens pour rien. Gordon se jette dans la flotte, les mecs lui tirent dessus 22 ans plus tard, et là, Blake, qui n'a absolument aucune idée de ce qui se passe là-dessous, sait pourtant que Gordon va se jeter, et qu'il va sortir là. Alors que... L'eau peut se déverser dans n'importe quelle embouchure. Jamais on va le retrouver.
Gordon ressort exactement au même endroit que le gamin de l'orphelinat. Jamais on va le retrouver. C'est le grand esprit de la cohérence qui vient d'investir mon corps par le rectum. Bruce se rend compte qu'il fout vraiment plus rien de sa vie, sa santé, ses affaires, le mec a lâché la rampe totale. Et se paye donc un petit tour en frivolité au hasard, où il tombe sur Miranda Tate par hasard, et Selina Kyle par hasard. Un discours confus et interminable, comme c'est généralement le cas dans ce genre de mondanité plus tard, elle lui vole sa bagnole. J'ai dû perdre mon ticket. Et après l'intrigue du docteur Pavel, celle d'Harvey Dent, de l'orphelinat, de Bane, du commissaire Gordon, de Blake, l'arc narratif d'Alfred et son désir de famille, de Selina Kyle qui cherche à effacer les traces de sa vie passée, de la santé de Bruce, on part sur l'intrigue totalement indispensable du conseil d'administration de Wayne Enterprise. Votre majorité tient Daggett à distance. C'est comme dans la vraie vie en fait, c'est merde sur merde sur merde. Toi t'as passé une journée de merde au bureau, le kebabier s'est trompé de sauce, on t'a volé ton scooter et tu découvres que ta mère est en tendance sur Pornhub dans une vidéo avec ton meilleur pote et ta grand-mère, ben lui il est en tanas avec son conseil d'administration. On reparle encore du cul de Miranda Tate. Elle est intelligente, elle est charmante. Comme dans la vraie vie, on va quand même pas faire confiance à une gonzesse sur ses capacités intellectuelles, il y a des limites. On en apprend un petit peu plus sur le mystérieux Bane avec des détails pourtant très précis sur son passé, pourtant bien secret, juste ce qu'on a besoin de savoir à ce moment du film. Il fut entraîné par Ra's al Ghul, puis il a été frappé d'excommunication. Les petites gens, les opprimés, livreurs, balayeurs, tireurs de pompes, prennent d'assaut Wall Street dans un plan, encore une fois, d'une subtilité à faire pâlir les Expendables. Petite critique du vilain capitalisme. Ici, y a pas d'argent à voler. Ah oui? Alors que faites-vous tous ici? Le capitalisme qui finançait l'orphelinat juste avant, la R&D d'énergie propre, etc. Moralisateur et incohérent, c'est gratos et ça fait toujours du bien. Et on part donc sur un braquage avec environ 12 millions de témoins en direct. La police braque la sortie, parce que c'est comme ça dans les grands immeubles à New York, il n'y a qu'une seule entrée-sortie, pas de contact avec les égouts non plus, ce qui serait pratique pour des mecs qui y vivent. La situation est totalement désespérée pour Bane et ses hommes, mais non, car il y avait des motos dedans. Si, vu que personne ne les a vus entrer avec, ce qui aurait été quand même ultra suspect, c'est forcément qu'elles étaient là avant. D'ailleurs, la preuve, les barrières sont là pile poil pour servir de tremplin pour sauter par-dessus les voitures. C'est la procédure. La poursuite s'engage et Batman arrive enfin, après 46 minutes de film. Foley décide alors de mettre tous ses hommes à la poursuite de Batman. Les voitures de patrouille et les flics de base, en service ou pas, on réquisitionne. Je vais réussir là où Jim Gordon a échoué. Les braqueurs, preneurs d'otages qui ont tiré sur des gens, après tout un balèque. Batman arrête les braqueurs, mais c'est trop tard, le programme est déjà terminé. Tout comme la course-poursuite la plus nulle et pas spectaculaire du monde. Comme dans la vraie vie en fait. Fast and Furious c'est au cinéma. En vrai, les poursuites, c'est ennuyeux. On a donc environ 4000 bagnoles qui suivent une moto. C'était le RTT de la police à moto ce jour-là. Les mecs et par un habile quadrillage de la ville, ils bloquent le Batman. Malheureusement, à la seconde près, ils ont tous bloqué le gars pile poil dans la rue où il avait garé sa Batwing ultra discrète que personne n'a signalé à l'arrivée. Le mec n'avait aucune idée qu'il allait y avoir un braquage, ni qu'il allait se faire poursuivre, mais il a quand même prévu de garer sa Batwing. Bon, là j'avoue, on apprend que l'attaque de Bane était en fait commandée par John Daggett, qui se félicite de la réussite de son plan. Faites péter le champagne. Ça aussi, c'est le coup classique, le client teubé qui croit les salades du commercial, qui a pourtant une équipe de bracasses, mais qui le fait passer pour des cracks. Non, parce que la brigade, là, c'est quand même des gars complètement cons, qui comprennent rien au plan, qui kidnappent Gordon et le laissent s'échapper, et que Bane dessoude par grappe de 12. Pas ultra rassurant, une escouade pareille. Je miserai pas 3 bitcoins sur leur loyauté absolue, mais Daggett y croit et c'est tout ce qui compte. Catwoman vient réclamer ce qu'on lui doit. Je veux ce que tu me dois. Vous voulez pas un whisky d'abord? Dis-moi où il est. Quoi, le table rase? Où il suffit de mettre le nom d'un individu, sa date de naissance, pour qu'il disparaisse soudain de toutes les bases de données de la planète. Non, l'explication n'est absolument pas glissée avec des gros sabots. J'ai plein de potes qui parlent comme ça. Dis-moi, j'y pense, c'est toi qui as mon Blu-ray dédicacé de Star Wars 8? Tu veux dire la galette de polycarbonate du film de la série culte commencé en 1977 par George Lucas, racheté depuis par Disney, dont tu as fait une excellente review il y a 2 ans, grâce à laquelle nous sommes rencontrés? Ouais, enfin mon Blu-ray Star Wars 8 quoi. Je sais ne pas l'avoir. Ça fait alors la bagarre et juste un petit mot sur ce gars qui se bat tout seul. Je sais que ça a été beaucoup critiqué, mais pardon, c'est New York. Oui, il y a des excentriques, et oui, le mec a totalement le droit de monter sur son toit, faire du tai chi en pleine nuit. Qui es-tu pour juger? Batman part alors voler dans la ville, aucun viol de l'espace aérien, tout va bien. J'avoue que pour une police autant sur les dents, je les trouve quand même très souples sur ce coup.
Bien, on fout un peu d'ordre dans tout ce merdier. Les empreintes, l'attaque de la bourse et le conseil d'administration, tout ça c'est lié. Pardon, je spoil un peu, hein, mais faut avancer parce que là, bon, c'est un peu long. Alfred se barre, Lucius débarque. Avec le temps, nous devrions pouvoir prouver la fraude, mais pour l'instant, vous êtes ruinés. Bah, c'était hier quand même, hein. Je pense que tout le monde a oublié ce qui s'est passé, qui est passé en direct à la télé et tout. Hein. Sur une durée aussi longue que hier, c'est pas étonnant de plus retrouver le moindre témoin pour faire la lumière sur toute cette affaire. Et puis, vu l'organisation de la ville, chaque truc que tu fais, c'est 153 flics mobilisés, forcément, il n'y a plus personne pour mener les enquêtes. Plus personne pour juste aller récupérer les traces numériques des transactions cheloues. Donc bon, Bruce est ruiné. Oui, le mec peut jouer tous ses milliards contre le cours de la bourse, hein. Il n'y a pas un seul de ses conseillers financiers qui s'en inquiète et qui bloque le truc. Et fatalement, sa compagnie et son projet réacteur à fusion révolutionnaire vont tomber dans les mains de Daggett. Mais heureusement, Miranda Tate, que Bruce connaît depuis 10 minutes environ, est là. J'ai besoin que vous preniez le contrôle de Wayne Enterprise. Et comme Alfred et Lucius n'ont pas tari d'éloges sur son balancé de croupion, on peut lui faire confiance. Bien entendu, Bane est un idéaliste qui n'aime pas l'argent et reprend le contrôle de la situation. Vous avez l'impression de commander. Tu l'entends déjà hein, comment il parle, hein, ses tournures de phrases. Le gars est un philosophe qui se nourrit de l'esprit des grands penseurs. Quand on parle du loup, on envoie le masque. De toute façon, hein, il peut pas bouffer autrement que spirituellement avec son masque. On a envoyé plein d'hommes en sous-sol, mais le réseau est énorme. Mais il recrutait pas des gamins de l'orphelinat? Je sais pas, ça peut être une bonne piste d'aller leur demander s'ils savent quelque chose, non? Finalement, Batman et Catwoman se baladent dans les couloirs du métro et tombent direct sur des gardes. Et Catwoman piège Batman qui se fait fumer par Bane. Où ton corps? Blake suit Selina et flaire une piste pour le rapt du député. J'ai une piste pour le rapt du député. Le gars qu'on a vu une demi-seconde il y a 63 minutes, et elle se fait arrêter. Bruce se retrouve à l'autre bout du monde dans une prison infranchissable. Le discours habituel du méchant, hein, je vais détruire ta volonté, blablabla. Selina va en prison et Bane prend le contrôle du conseil d'administration. Gordon est très chafouin, et on le serait à moins hein, à bouffer les plateaux repas de l'hosto. On arrête les patrouilles. On arrête de jouer à cache-cache. Envoyez tous les flics dispo sous terre et on fumait le commun. Donc on ne prend plus de plaintes, on ne protège plus les gens, on n'assure plus l'ordre public, le boulot de la police quoi. On est juste là pour poursuivre un gars dans les égouts. Follet sent bien que c'est quand même une sacrée idée de merde et essaye en secret d'impliquer le maire là-dedans. Le maire redoute la panique. Alors qu'il a aucun moyen de le savoir. Hein. Surtout que pour le moment, il s'est pas passé grand chose en ville pour supposer un début de panique. Et bon, le conseil d'administration Wayne Enterprise pris en otage, le peuple, je pense... Que nous qu'on en avait plus ou moins rien à péter. Un mec bien grassouillé pour un tolard tente le saut le plus claqué digne des pires mèmes internet, sans élan et bien entendu se viande lamentablement. Bon là j'avoue il y a 2-3 trucs que j'ai pas bien compris, hein, si vous avez une explication dans les commentaires. Pourquoi le mec lui laisse autant de mou? Quand tu fais de l'escalade on te laisse pas 12 bornes de corde, enfin on te laisse 1 mètre histoire de dire, au pire tu te viandes sur une hauteur de 2 mètres pour éviter de te tuer justement. Et deuxième truc, s'ils ont des cordes ils peuvent pas tenter un truc pour passer, genre je sais pas, genre via Ferrata. Et puis c'est pas comme s'ils avaient pas que ça à foutre de leur journée quoi. Bon, enfin on en saura pas plus, c'est comme ça. Mais bien sûr, un enfant y est arrivé. Faut garder un peu l'espoir. Finalement, le plan débile de Gordon est mis à exécution. Ah bah c'est lui le chef, hein, donc s'il a envie de prendre des décisions de merde, c'est comme ça, hein, faut fermer sa mouille. Et tous les bleus descendent donc dans la mine et Bane trouve le réacteur. Ça y est, on revoit enfin le mec kidnappé au début, le docteur Pavel, qui va devoir faire une bombe à partir du réacteur propre. Blake fait son rapport sur les activités louches de Daggett. J'y connais rien en ingénierie. Mais les schémas, ça vous connaît, non? Je comprends pas le sens de cette phrase en fait. En anglais peut-être? But you know about patents. Non plus, ça n'a aucun sens. Désolé, mais moi j'y connais rien en électricité, ça va être chaud de vous refaire votre table électrique aux normes. Mais les schémas, ça vous connaît, non? Je suis pas du tout chirurgien moi, hein. Je vais pas pouvoir vous faire votre augmentation mammaire. Hein. Mais les schémas, ça vous connaît, non? Ok, bah c'est parti alors. Pavel a converti le truc en bombe. C'est maintenant une bombe nucléaire de 4 mégatonnes. Et Bane, en plus d'être philosophe, devient aussi ingénieur nucléaire. Enlevez le cœur du réacteur. Si vous le retirez de là, le cœur va se dégrader en quelques mois. 5 mois, si mes calculs sont bons. Donc là, on a 4 nouveaux arcs narratifs. Catwoman et Batman en prison. Les flics sous terre à chercher tous comme des cons au même endroit. Sûrement plus efficace, hein, je sais pas, je suis pas flic. Et Bane qui est en possession d'une arme nucléaire qui va péter dans 5 mois. Et pas 5 mois plus ou moins un jour, voire 5 mois plus ou moins 1 heure. Non, 5 mois à la seconde près. Si. Bon, déjà, après le coup de la ruine de Wayne, impossible à prouver, j'avais déjà envie de profaner la tombe des Frères Lumière. Mais là, j'avoue, franchement, dans le cinéma, j'ai un peu commencé à me prendre pour Mélanie Laurent.
Blake découvre que le béton est enrichi à la dynamite, parce que c'est Gotham et que jamais aucun inspecteur n'est venu vérifier si tout se passe bien, faire des mesures, etc. Et donc explosion pour piéger les policiers. Le gars, des mois, des années à l'avance, savait qu'un abruti allait envoyer tous les condés en même temps sous terre, et donc le plan est tout à fait sensé. Et là, donc, dans le plus grand des calmes, la ville entière explose. Ils ont même pris le temps de miner le stade de foot pour... le symbole sûrement, le côté un peu spectaculaire du truc. Tous les ponts sautent et c'est là qu'on comprend pourquoi ça se passe maintenant à Manhattan et plus à Chicago. C'était plus pratique pour faire sauter les ponts. Tous les flics sont dans les souterrains. Tous les flics et, manque de bol, tous les conducteurs d'engins sont en lune de miel en dehors de la ville, des fois qu'ils auraient pu aider à déblayer les trous, ainsi que tous les secouristes et les pompiers. Le maire a juste oublié de construire des casernes, vu qu'il n'y en a pas du tout. Si t'as déjà joué à SimCity, tu sais que c'est possible d'oublier les pompiers. Bref, les policiers, qui ont tous le même grade, les mêmes fonctions et les mêmes services, sont piégés parce que ça aurait été trop malin d'envoyer les égoutiers, les agents du métro, les mecs qui connaissent les lieux pour explorer plus finement et ensuite donner les infos intelligentes au keuf. Blake a une nouvelle fulgurance, il sait que des gars de Bane vont s'en prendre à Gordon. Alors qu'en fait, ils sont certainement là pour lui apporter des fleurs, pour le remercier de toutes les décisions à la con qu'il a prises depuis le début et puis qu'il les aide bien. On apprend que la mort de Pavel avait bien été confirmée dans le crash. La mort de Pavel avait été confirmée dans et comme l'accident n'était pas du tout suspect, c'est logique. Bane tue Pavel, qui était le seul à pouvoir empêcher la bombe d'exploser, le seul avant qu'on apprenne qu'il suffisait juste de la reposer sur son support, donc n'importe qui peut le faire, et dévoile son plan. Retournez chez vous. C'est-à-dire que les 3/4 des gus là doivent habiter de l'autre côté du fleuve en fait, et t'as fait péter tous les ponts. En fait, c'est le concept d'un siège, mais au lieu de bloquer les gens depuis l'extérieur pour les affamer, lui il a décidé de le faire depuis l'intérieur, comme un grand. Dans un élan de libération de la foule, on rend Gotham à ses habitants, en les séquestrant sur l'île et chez eux pour ceux qui peuvent donc, et on libère tous les plus gros criminels. Nolan nous sort alors un truc juste incroyable de puissance, de nouveauté et d'originalité. Un truc qu'on n'avait encore jamais vu dans aucune œuvre de fiction, le coup du compte à rebours avant l'explosion. Et je sais pas où est-ce qu'il va chercher toutes ces idées. Bruce se remet en forme, mais il est carqué de tous les côtés. Oh cool, Qui-Gon Jinn! Et on retrouve les flics plusieurs mois plus tard, toujours sous terre, parce que comme les grosses entrées sont bouchées, personne ne s'est dit que trouver une sortie par les stations de métro ou les plaques d'égout pouvaient être une solution viable. Tout le monde est en mode survie depuis des mois, dans le plus grand des calmes. Bruce tente alors l'escalade. Tony Stark, lui, il a construit une armure dans une grotte afghane avec du matériel de merde, mais Bruce Wayne, le mec au QI 292, plus que Turing, Hawking et Einstein, se balade au bout d'une corde. Non mais c'est bien, ça ancre le personnage dans le réel. Un mec complètement con qui ne réfléchit pas et avance tête baissée en mode balèque. Le mec fait des pompes, toujours ce qu'il y a de mieux pour s'entraîner à sauter donc, et ne prend toujours aucun élan, ne cherche toujours pas le bout de la dalle, ni même une solution intelligente pour pallier à ses limites physiques. Seulement 192 de QI, je le vois pas bien démêler un truc pareil. Et bien entendu, il finit en bilboquet. Mais ça va, lui il est pas mort. Attends, c'est Joey King l'enfant? La meuf de Kissing Booth? Aucun commentaire sur Kissing Booth. Il parle jamais de garçon mais d'enfant. Donc ça serait pas Bane, le fils de Qui-Gon? C'est une fille en fait qu'il a eue. L'aide alimentaire pour des millions de personnes arrive au compte-gouttes. Si on n'a pas le déclencheur, on fait pister l'engin. Et pendant ce temps-là, Gotham subit un seigneur de guerre. Encore un blabla absurde où tout le monde parle en énigmes, comme les discussions sur Raoult à la machine à café, confus et vibrant d'incompétence. Le compte à rebours de la bombe est relancé. C'est une bombe à retardement. Qui va exploser dans 23 jours. Entre-temps, il n'y a aucune raison qu'ils aient eu accès à la bombe, même pour être sûr de leurs infos, mais ok, partons là-dessus. Mais heureusement, Fox peut la désamorcer. Non, parce que comme on nous avait dit qu'il n'y avait que Pavel, du coup là ça va, il n'y a plus d'inquiétude. Le commando des forces spéciales meurt aussi vite qu'il est arrivé. Bruce fait des abdos maintenant, toujours pas les jambes, bref, et nouvel échec. Bon, en fait, il faut qu'il risque de mourir pour pouvoir réussir. Comment veux-tu bouger plus vite qu'il n'est possible, sans le plus puissant des moteurs de l'esprit, la peur de la mort? Ah bah si, comme en vrai. Moi je suis arrivé à l'examen du code, j'avais strictement rien branlé, jamais ouvert une question avant, jamais fait un exercice, j'ai alors demandé à des potes chasseurs de me tirer dessus si je faisais plus de 5 fautes, et bim, j'ai eu mon code. Mon cerveau, la peur ont inventé les réponses, bien sûr. C'est comme ça que ça s'est passé en vrai. Il ne prend toujours pas d'élan et miracle, il y arrive cette fois. À Gotham, on a instauré un simulacre de tribunal où on laisse le choix entre la mort et une autre forme de mort, mais on le dit pas. L'exil,
ou la mort. Cette partie-là a certainement dû être écrite par Flora, la fille de Christopher Nolan, qui avait 9 ans à l'époque. Ah si, ça colle. Ma fille me sort toujours des plans comme ça avec les Lego. Soit on tue tous les méchants, soit on les noie dans du caca. Et du coup, ça la fait mourir de rire. Et je trouve ça trop chou que les gosses participent aussi à l'écriture en apportant de si bonnes idées. L'exil, donc, consiste à marcher sur de la glace. Et bien sûr, la glace cède et hop, le gars crève de froid. Ça y est, l'échéance arrive, il ne reste plus que 18 heures avant que la bombe explose. Les ellipses temporelles de ce film sont à la fois extrêmement cohérentes et parfaitement rythmées. Et enfin, les mecs se sortent les doigts du cul pour trouver une solution. Il reste à peu près 18 heures pour faire quelque chose. Comme dans mon ancienne boîte, les patrons se barrent 5 semaines en vacances se faire rôtir le cul aux Bahamas et reviennent en panique 10 jours avant le bouclage. On n'a plus le temps, on va devoir travailler. Bah ouais, bande de cons, ça s'appelle organiser son travail, anticiper. Gordon s'énerve. Où est Follet, nom d'un chien? Bah je sais pas, il en a peut-être plein le cul de suivre tes plans claqués, une supposition. Et dans la plus grande des normalités, Bruce Wayne est revenu de l'autre bout du monde, sans argent, sans passeport, sans que personne dans la prison n'informe qui que ce soit qui s'était échappé, et qui arrive dans une ville où personne n'est entré depuis 5 mois. Il se balade à découvert et tombe, bien entendu, direct sur Catwoman. Si, ça aussi, c'est totalement crédible. J'ai pas besoin d'envoyer 15 SMS à mes potes pour leur donner un rendez-vous précis, c'est pareil. Il offre le fameux logiciel à une meuf qu'il a pourtant envoyé croupir 5 mois en prison en échange de retrouver Lucius Fox, parce que pour une certaine raison, il peut la retrouver elle, mais pas lui. Si, c'est possible aussi. Et lui sait que la bombe va exploser. Comment? Bah, je sais pas, c'est Batman. Et Gordon se retrouve devant le tribunal, mais on la lui fait pas, lui, c'est un bonhomme, quoi. Il choisit donc la mort. Donc Thomas Shelby déclare la sentence, la mort. Par l'exil. Troisième moment où j'ai eu envie de manger le foie du projectionniste. Mais comment on peut écrire des trucs aussi éclatés? Sans déconner, même un projet vidéo de CM2, ça passerait pas un truc aussi naze. Pardon, je me suis emporté. Les flics, après 5 mois sous terre, sont toujours aussi bien rasés, propres, habits neufs. On les a sûrement enterrés dans la buanderie de Gillette. Bruce et Lucius s'échappent, toujours personne ne donne alerte, et ils partent en goguette récupérer la Batwing très subtilement, garée sur un toit sous une simple bâche qu'aucun mec de Bane qui contrôle la ville depuis 5 mois n'a été capable de cramer. Gordon et ses hommes partent en stage avec Surya Bonali et Blake va sortir les mecs d'une plaque d'égout. Parce que les plaques d'égout, on ne peut les soulever qu'en hiver. Voilà, c'est ça. Et que tous les flics le savent très bien, hein. C'est pour ça que personne n'a tenté avant. Bien sûr. Bien sûr, le figurant inconnu se fait buter, mais pas Blake. Gordon ramasse un truc, parce que quand tu es sur le point de mourir congelé, t'as une soudaine envie de ramasser des trucs, et Batman arrive enfin bardé de toute son armure, par là où les mecs meurent en cassant la glace sous leur poids. C'est une armure en hélium en fait, c'est pour ça. Gordon allume alors la mèche et on découvre que Bruce a eu le temps d'aller étaler du napalm sur un pont sans que personne ne l'affiche. Ce qui, en temps normal, pour un film de super-héros passerait crème, mais là, dans un contexte de réalisme aussi poussé, ne passe plus vraiment. Il y a eu trop de réalisme jusque-là. C'est impossible. Cette phrase... C'est impossible. Je crois que je vais frapper avec un bébé phoque le prochain scénariste qui me sort cette merde. C'est impossible. Bane est très chafouin, alors que bon, ces hommes l'ont kidnappé dans l'après-midi, il s'est échappé, déjà bon, t'as un vague indice de la merde qui va t'éclater à la tronche, et puis en fait, bon, ça pourrait être juste n'importe quel gus qui fait mumuse, mais bon. Les hommes de Bane se mettent en rang pour buter un mec dont ils ignorent tout, alors qu'ils tirent sur tous les autres sans sommation jusque-là, pour la scène d'exécution la plus longue du monde. Et Batman, qui sait parfaitement où il est et ce qui se trame, débarque. Pfff, heureusement, on a failli croire que Don John allait mourir pour de vrai. Une chorégraphie nulle plus tard, encore une vanne en mousse, il y a encore des miettes, et un dialogue de merde sans intérêt et incohérent. Il faut mettre un masque. J'ai pas peur de faire face à des mecs de ce genre. Bah ah non, t'allais juste te faire truffer le cul de bastos, mais au calme, c'est la bonne stratégie. Batman demande à Blake de conduire un exode, donc de faire sortir tous les gens de la ville en quoi 6 heures qui restent? Tout à fait, si, c'est possible aussi. Il nous reste 45 minutes pour sauver la ville. Ah non, pardon. Il reste 45 minutes en fait. Non, on est large. Catwoman se barre, Follet revient, c'est un balai, hein, c'est un fait d'eau. 14 kikis d'un côté vont faire la bagarre contre 15 de l'autre dans une rue étroite et mal éclairée. Ouh, ça va être épique. Elle explose un tas de 3 voitures et demie qui bloquaient la ville, parce que les mecs pouvaient pas juste passer par-dessus. Les flics courent en ligne droite comme des cons à la fraîche, pas une stratégie, juste un troupeau de gnous, et encore un combat nul où personne se touche. Chacun veut passer de l'autre côté. Regarde juste ce gars là en bas. Combat nul, combat nul, combat nul. Bane et Batman s'affrontent de nouveau. Gordon est à la recherche de la bombe et Blake réquisitionne des gamins pour prévenir que la bombe pète bientôt. Ouais, dans quoi 10-20 minutes? Oui, le truc instable qui se balade dans un camtar depuis 5 mois est toujours à la seconde près. Un combat grotesque et gourdeau encore.
Les flics font enfin ce qu'ils auraient dû faire depuis des mois. Et on apprend enfin qui est la môme de Ra's al Ghul. C'est moi. Merde! Fallait peut-être faire des recherches un petit peu plus approfondies sur son passé au lieu de s'arrêter sur la courbe de Sonderch, non? On savait tout ce qui était nécessaire de savoir sur le passé de Bane, mais à aucun moment on a relié ça à l'histoire de Miranda. Peu importe, hein, tu fais pas toujours le rapprochement toi non plus dans la vraie vie. Talia déclenche la bombe, qui de toute façon va péter dans 11 minutes, devant Batman, alors qu'elle avait 6 mois pour le faire et qu'elle n'avait aucune idée qu'il allait revenir. Mais fort heureusement, Gordon a pu placer le cache miracle de Fox. Le camion se fait attaquer. Gordon. Enfin, la pause café des méchants est terminée et ils peuvent remonter les infos. Par contre, comment elle sait que c'est Gordon et pas Blake ou Foley ou n'importe quel habitant qui avait rien demandé mais qu'elle séquestre depuis des mois comme en Corée du Nord? Aucune importance. Bah non, plus ou moins 11 minutes, on n'en est plus là. Encore une intrigue hautement très intéressante et que... 12 millions d'âmes. Pardon? 12 millions d'âmes. 12 millions d'âmes? Il reste 12 millions de personnes à Gotham. 12 millions qu'ils veulent faire sortir avec des bus scolaires en 11 minutes. Prenons un bus de type D pouvant contenir 90 personnes. Il faut donc trouver 133 000 bus et par voie de conséquence autant de chauffeurs. Chaque bus faisant 10,80 m de longueur, cela fait donc 1440 km de bus en mode petit train ou seulement 360 km si on utilise les 4 voies du pont de Queensboro par lequel ils veulent passer. Sachant qu'il leur reste toujours 11 minutes, il va donc falloir faire passer d'une manière ou d'une autre 360 km de fil sur un pont en 11 minutes. Soit 50 bus à la seconde par voie, il faut donc qu'ils circulent à 1960 km/h. Tuez-les tous. C'était quoi les ordres jusque-là? Préparez-leur des gaufres au sucre? Les mecs ont des tanks, mais ils préfèrent les laisser garer. Bien sûr. Oh non, ils ont tué Foley! Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui s'en tape? Bob Kelso. Nous savons tous deux que je dois te tuer maintenant. Mais bien sûr que si, je te dis que je connais plein de gens qui parlent comme ça naturellement. Imagination. Ah mais en fait il suffisait de lui tirer dessus depuis le début. Ok, non mais parce que Iron Man l'aurait dessoudé en 30 secondes, mais bon. Miranda récupère le camion, finalement les flics font sauter le pont. Non mais c'est plié de toute façon, 2000 bornes à l'heure. Les mecs se tirent dessus à bout portant mais se loupent quand même. Les combats sont nuls même en bagnole. Les tanks ultra stylés indestructibles du 1 sont en fait moins puissants qu'une montgolfière et qu'une mobilette. La bombe est sur le point d'exploser, mais l'idée de tirer sur le camion semble au top. Finalement, accident de la route, forcément faire nimp comme ça. Gordon, qui se baladait à l'arrière, pas du tout attaché ni rien, sort tranquille de la remorque. Et Miranda, bon, on va pas revenir une énième fois dessus. Il reste donc 2 minutes avant que ça pète. J'ai l'impression de voir un vieux James Bond des années 70 avec ce vieux tour scénaristique. Mais ça part en blabla, on se fait des bisous, mais c'est comme dans la vraie vie. Quand ta séance de ciné est dans 10 minutes et que ta meuf t'annonce tranquille qu'elle file sous la douche. Même gestion du temps. Batman s'échappe avec la bombe comme prévu 5 mois plus tôt. La bombe pète à la seconde près. Bravo et merci pour l'originalité et le suspense. Il est mort. Gordon fait enfin son petit discours. Batman a sa statue. Blake devient Robin. C'est un joli prénom. Vous devriez vous en servir. Robin. Merci. On clôt cette trilogie brillante de la plus belle des manières. Fin. Et Monsieur Fox, il a été réglé le problème. Correctif logiciel, il y a 6 mois. Correctif dans le logiciel? What? Le correctif est à quel nom? Bruce Wayne. Oui, bon, le mec est pas capable d'inventer un grappin, mais corriger un logiciel de pilotage automatique, ça passe pépouze. Et oh... Non. Et si, putain, Chris, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'avais pris une cuite avec Ryan Johnson ou quoi? Bon, et donc là, vraiment fin. J'espère que, comme moi, vous avez autant apprécié la justesse dans le réalisme que Nolan a déployé avec ce film absolument incrédible. Course-poursuite nulle, combat nul, dialogue affligeant. La chauve-souris est faite comme un rat. Ma mère m'a toujours dit de pas monter dans la voiture d'un inconnu. C'est pas une voiture. Mais les schémas, ça vous connaît, non? Et venez pas me la briser avec la VO encore, hein, c'est aussi pathétique. Et au moins dans le mixage VF, Bane est à peu près audible. Longueurs interminables, les plans des uns des autres sont tous débiles, mais toujours inattendus et absurdement complexes pour rien. Chaque règle explosée est brisée dans la minute qui suit. Tout ça exactement comme dans la vraie vie. Pour moi, il y a un seul film de l'histoire qui surpasse en termes de crédibilité de tous les instants. C'est La Cité de la Peur. Et qui pourrait être un super sous-titre pour Gotham en plus. Ce film est à l'intelligence ce que cette vidéo est à la reproduction. Abonne-toi et n'oublie pas que le génie est partout.